On attend un peu que tout le monde arrive ou... Ouais, il est 12h03. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'appel à manifestation d'intérêt programme en sciences humaines et sociales. Avant de vous présenter les intervenants ce jour, je vais juste vous rappeler quelques petites règles de bonne conduite pour ce webinaire. Nous vous rappelons que les micros sont coupés. Vous avez la possibilité de communiquer avec les intervenants via le volet questions qui est situé à droite de l'écran. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau durant toute la présentation, mais sachez qu'on aura un moment de questions et réponses dédié en fin de présentation. Toutes les questions seront collectées et les réponses dans une FAQ qui sera mise à disposition par la suite sur la page de l'AMI. Et nous aurons également le lien de ce webinaire qui sera disponible, le lien de replay du webinaire qui sera disponible sur la page. Voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'issue du webinaire, nous vous laisserons l'adresse mail shs-france2030@anr.fr. Voilà, nous répondrons à toutes vos questions. Je vais vous présenter les intervenants de ce jour. Donc, nous aurons côté SGPI, secrétariat général pour l'investissement, Monsieur Guillaume Bordry, qui est conseiller enseignement supérieur et recherche. Madame Isabelle Pratt, qui est conseillère sciences humaines et sociales au cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame Sophie de Ruffrec, chargée de mission pour les sciences humaines et sociales au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Philippe Tchamichian, qui est le responsable d'action sciences humaines et sociales côté ANR. Daniela Floriani, qui est directrice adjointe à la direction des grands investissements de l'État à l'ANR. Marion Pat, qui est chargée de projets scientifiques à l'ANR, et moi-même, chargée de communication France 2030 à l'ANR. Donc nous allons vous présenter rapidement France 2030, le cadre général de cette action. Donc ce sera, je suppose, Guillaume Bordry, suivi de Madame Isabelle Pratt sur les attendus et objectifs de l'AMI. Monsieur Philippe Tchamichian vous présentera les aspects plus opérationnels et administratifs sur le processus de dépôt, de sélection. Et nous allons après vous laisser la parole, si je puis dire, pour vos questions. Voilà, donc je laisse peut-être Monsieur Guillaume Bordry prendre la parole, si vous êtes d'accord. Et je vous dis à tout à l'heure pour les questions que je lirai à l'oral. Merci beaucoup. Je vais être très bref et puisque nous avons déjà eu l'occasion de présenter cet appel à manifestation d'intérêt lors d'un précédent webinaire du même type, celui-ci a plutôt vocation à répondre aux questions qui se posent dans le montage des projets. Les délais étaient courts dès le départ, ils le sont maintenant encore plus avant le retour des lettres d'intention. Donc, l'objectif là, c'est effectivement que vous puissiez sortir de cet échange avec un certain nombre de réponses. Pour rappel, dans le cadre général de France 2030 et des différentes actions qui sont lancées, l'État a jugé indispensable sur un certain nombre de thématiques qui ont été identifiées, et donc vous avez bien sûr la liste dans le cahier des charges, de lancer un appel à manifestation d'intérêt spécifique sur ces programmes de recherche en sciences humaines et sociales, avec une série de thématiques qui ont été identifiées, sur lesquelles on attend donc un positionnement d'un certain nombre de consortiums. On aura sans doute l'occasion de revenir peut-être par l'intermédiaire de questions sur les compositions de ces derniers, pouvant répondre aux différentes questions qui se posent à la France dans le contexte que nous connaissons sur les différents axes qui ont été identifiés. Donc, je passe la parole à Isabelle pour aller peut-être pour le MESR un peu plus dans le détail de ces éléments, et ensuite, avec l'appui de Philippe Tchamichian côté ANR, pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Oui, très brièvement, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume Bordry. Comme vous l'avez vu, 9 thématiques sont proposées. Je reviendrai juste sur un tout petit point d'attention en soulignant qu'il est quand même recommandé, de prendre une de ces thématiques, de se placer pleinement dans une de ces thématiques, et comme nous l'avions souligné lors des précédents webinaires, de ne pas croiser les thématiques.
C'est-à-dire vous choisissez une thématique et votre projet porte pleinement sur la thématique. Pas de croisement de thématiques, puisque la volonté, c'est vraiment de faire émerger des signatures claires par thématique. Donc, ça fait partie de votre stratégie scientifique que de choisir là où vous allez positionner l'établissement. Peut-être ça, ce serait le premier point. Le deuxième point concernant, mais là, après, on y reviendra de façon beaucoup plus précise, concernant la possibilité qui sont ouvertes aux établissements pour participer à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, les établissements peuvent être, c'est la première chose, peuvent être porteurs dans une thématique, hein, donc en choisissant une de façon bien définie. Ça, c'est la première chose. Et vous ne pouvez porter que sur une seule thématique. Là, je pense que c'est bien clair. Vous avez vu, les projets sont assez lourds à monter. Il n'est donc pas possible de présenter 2 projets en tant que porteur. Deuxième possibilité qui s'offre à vous, c'est d'être partenaire donc d'un autre établissement. Donc cette fois, vous n'êtes plus porteur, vous êtes partenaire et donc vous signez l'accord de consortium d'un autre établissement porteur. Et dans ces cas-là, évidemment, de façon très logique, et j'allais dire pour respecter une sorte de cohérence scientifique, si vous vous placez en tant que signataire d'un consortium, vous pouvez émarger, entre guillemets, dans plusieurs consortiums différents, dans plusieurs consortia différents, mais dans des thématiques évidemment différentes. Il ne serait pas logique scientifiquement qu'en tant que partenaire, vous alliez signer l'accord de consortium de plusieurs projets concurrents dans une même thématique. Parce que là, en termes de force, en termes de lisibilité ou de visibilité du projet, ça annulerait, en fait, ça reviendrait en fait à annuler la force des consortiums et la force du projet en eux-mêmes. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait une claire définition à la fois des équipes, du projet, des choses, que ce soit clairement, très clairement séparées. Sinon, ça reviendrait un petit peu à affaiblir les projets dans lesquels vous vous mettriez. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, signer un accord de consortium d'un autre projet qui va porter. Et là, donc, vous pouvez, si vous portez sur la thématique A, vous pouvez être dans l'accord de consortium de la thématique B, C, D, etc., en fonction des forces et en fonction, évidemment, de la légitimité, de votre légitimité dans les projets. Et puis enfin, peut-être la dernière chose, la dernière possibilité, c'est d'être partenaire, tout simplement partie prenante d'un projet sans nécessairement signer l'accord de consortium, mais en investissant à la fois quelques forces qui ne vous feront pas porter un work package, mais parce que le projet est pertinent pour vous, parce qu'il est pertinent pour certains de vos chercheurs. Dans ces cas-là, vous êtes, c'est la troisième possibilité, partie prenante, c'est-à-dire que vous allez intervenir peut-être dans certaines actions de façon précise, mais vous ne signerez pas l'accord de consortium et vous n'aurez pas de work package à porter. Donc ce sont les 3 possibilités. Et là encore, évidemment, une cohérence, j'allais dire scientifique, il n'est pas nécessaire, si tout le monde est partie prenante de tout le monde, j'allais dire les projets s'auto-annulent, donc il faut vraiment qu'on puisse avoir que le jury puisse avoir cette visibilité globale, puisque n'oubliez pas, le jury, quand ils auront les dossiers complets, auront une visibilité sur l'ensemble des projets, et donc un même établissement qui serait soit dans tous les consortiums, soit partie prenante de tous les autres projets, évidemment, n'aurait aucun sens ni pour l'établissement lui-même, ni pour les projets dans lesquels il s'investirait. Voilà, c'est un petit peu le rappel des 3 grandes catégories que je souhaitais faire. Et puisque ça permettait aussi peut-être de bien clarifier en fait les différents niveaux d'implication qui s'offraient à vos établissements pour participer à cette AMI. Voilà, ce sera tout pour moi. Je cède peut-être la parole à nouveau à Philippe ou à Daniela pour l'ANR. Je ne sais pas sinon pour la DGRI, il y a également donc Johanna Etner qui est avec nous, qui est chef du département SHS à la DGRI. En plus également, donc, mais elle a été présentée de Sophie de Ruffray pour répondre à toutes vos questions. Bon, merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Chamichan de l'ANR. Dans vraiment le droit fil de ce que vient de dire Isabelle Pratt, je pense que vous l'avez tous vu, mais pour être certain, j'attire votre attention sur le fait que la trame de la lettre d'intention a été un petit peu modifiée le 3 mai dernier dans la partie relative à la description des
non seulement du consortium, mais de l'ensemble des établissements qui sont réunis dans un même projet, avec l'apparition claire de la notion de partie prenante. Donc, on vous demande d'une part de présenter l'établissement porteur, évidemment, ensuite de présenter le consortium, c'est-à-dire l'ensemble des établissements partenaires qui, si le projet est retenu, signeront l'accord de consortium. Et enfin, les autres établissements qui sont à un titre ou à un autre partie prenante du projet, mais sans être membre du consortium. Donc, on vous demande bien de dégager ces 3 niveaux d'implication dans les projets dès la lettre d'intention, s'il vous plaît. Alors, toutefois, je confirme, ça a été évoqué lors du précédent webinaire et c'est écrit dans la foire aux questions, je confirme que la lettre d'intention reste indicative. Ce qui fait foi, c'est le dossier définitif. Autrement dit, il peut y avoir des variations, des évolutions, soit des consortiums, soit de la liste des établissements parties prenantes entre la lettre d'intention et le dossier complet, étant entendu qu'il faut rester quand même cohérent et que, comment dirais-je, ce sont des évolutions relativement marginales qui sont admises, mais pas des grandes évolutions qui changeraient complètement la physionomie du projet. Voilà. C'est tout pour moi et je pense qu'on peut aller vers les questions. On a déjà quelques questions qui sont arrivées. Encore. On vous laisse un petit peu le temps de nous écrire vos premières questions. Ah, le son a été coupé, excusez-moi, donc je vais recommencer. Alors, quel degré de précision est à indiquer pour les chercheurs impliqués dans le projet? Nombre et quotité. Quelle justification pourra être demandée par l'ANR? Feuille de temps. Quelle tutelle prendre en compte pour les chercheurs des UMR? Indicateurs sur les chercheurs impliqués. Donc, faut-il prendre en compte les titulaires ou le terme de chercheur au sens large, en incluant les doctorants, post-doc, ATER, contractuels, IGR? Alors, je peux peut-être commencer une première réponse et puis je laisserai l'ANR compléter de façon plus précise. Sur le degré de précision, effectivement, dans le dossier complet, c'est toujours dans cette logique un petit peu de voir comment vous structurez et puis aussi d'avoir une vision complète des masses critiques qui sont investies et des chercheurs qui sont investis dans les différents projets. Les quotités de temps des chercheurs seront donc demandées. En fait, ce sera assez simple. L'établissement dira: êtes-vous partenaire, oui ou non, d'un autre projet? Êtes-vous signataire de l'accord de consortium d'un autre projet, oui ou non? Si oui, quels sont les chercheurs, quels sont les UMR ou les UR impliqués? Quels sont les chercheurs impliqués et à quelle quotité? Voilà, l'objectif étant véritablement de pouvoir avoir une vision globale et cohérente en fait de cette cartographie nouvelle qui va se dessiner grâce au projet et d'éviter pour les projets pour vous-même, etc., qu'il y ait des doublons ou que les choses soient peut-être mal définies au départ. Voilà, ça permettra également au jury d'avoir une compréhension fine de la structuration du projet et des chercheurs qui sont impliqués dans le projet. Mais peut-être sur ce plan-là, après, sur les différents types de chercheurs, je laisse Philippe ou Daniela répondre.
Bon, alors, c'est au moment du dépôt du dossier complet que les listes de chercheurs ou enseignants-chercheurs impliqués dans le projet devront être fournies, avec les quotités de temps de recherche consacrés au projet. On parlera des chercheurs titulaires, alors ce qui reste relativement varié, mais on parle bien des chercheurs, des enseignants-chercheurs titulaires, des ingénieurs de recherche aussi. En revanche, les doctorants, les postdocs, les ATER, les contractuels ne seront pas demandés. Et je ne comprends pas très bien la question, quelle tutelle prendre en compte pour les chercheurs des UMR? Est-ce que la question porte sur les tutelles qu'il faut prendre en compte pour inclure une UMR donnée dans le projet, ou est-ce que la question est posée chercheur par chercheur? Si vous pouvez préciser la question, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Question suivante. Oui, je voulais juste préciser, Daniela Floriani-Ainer, il n'y aura pas de demande de feuille de temps dans le cadre du suivi du temps passé par chaque enseignant-chercheur. Il vous revient effectivement de faire une estimation et d'en suivre sans autre formalité qu'une déclaration annuelle ou à la fin des projets. J'enchaîne sur la suivante. Est-il possible de demander le financement d'un personnel administratif pour le suivi administratif et financier du projet? Oui, tout à fait. Le règlement financier est publié et les questions relatives à la prise en charge des dépenses en personnel des projets figurent dans la partie 3.1.2, pour être précis, de l'annexe financière. Donc, vous avez les réponses à vos questions dans cette annexe en principe. Et l'annexe fait bien apparaître que vous pouvez demander le financement d'un personnel administratif recruté spécifiquement pour le projet, bien entendu. Quelle place pour les partenaires hors du monde académique? Collectivités, associations, entreprises? Peut-être. Pardon? La GPI, oui. Vas-y, je t'en prie, Isabelle. J'avais vu effectivement la question. Je me demandais si la question était posée quant à un statut particulier à l'intérieur du projet, c'est-à-dire dans les cercles, ou si c'était une autre question que posait la question de Philippe Gervais-Lamboni. En revanche, on attend effectivement et le cahier des charges le précise, la participation de partenaires hors du monde académique, notamment sur des questions de diffusion, d'impact, de valorisation éventuelle du projet. Donc, c'est un des éléments clairement attendu. Avec possibilité d'association dans le consortium. Est-ce qu'ensuite, en termes de précision, Philippe, est-ce que le règlement financier précise peut-être, si la question était celle-ci, des éléments quant au positionnement éventuel de ces entités à l'intérieur des différents cercles du projet? Oui, tout à fait. Enfin, des différents cercles, non, le règlement financier ne parle que du consortium. Effectivement, il évoque au début la possibilité qu'il y ait des partenaires qui n'appartiennent pas au monde académique, des entreprises typiquement. Il donne même la définition de ce que nous entendons par entreprise, qui est une reprise de la définition admise par l'Union européenne, tout simplement. La grande distinction qui s'opère est entre les partenaires qui peuvent bénéficier du financement France 2030 via des reversements opérés par l'établissement porteur. Je rappelle, les subventions arrivent dans l'établissement porteur. C'est l'établissement porteur qui peut reverser à d'autres partenaires. Mais tous les partenaires ne sont pas éligibles à d'éventuels reversements.
À gros traits, ce sont les partenaires académiques qui sont éligibles. Une entreprise, par exemple, n'est pas éligible. Donc, vous avez des partenaires qui ne peuvent pas recevoir, via des reversements, une partie de la subvention France 2030. Ils sont partenaires pour d'autres raisons. Ils apportent des forces de recherche ou des infrastructures ou je ne sais, mais ils ne peuvent pas percevoir de subvention. C'est ça la différence principale entre différentes catégories de partenaires. Mais à part cela, constituez vos consortiums exactement comme vous l'entendez. Merci. J'ai une autre question sur les parties prenantes. Est-ce que celles-ci contribuent à la fourniture d'indicateurs ou pas? Sans doute, les indicateurs ne concernent-ils que les membres du consortium? Alors, oui, ça me donne l'occasion d'apporter une précision importante. À la fin de la trame de la lettre d'intention sont listés les indicateurs de performance. 9 indicateurs ont été définis du projet qu'il faudra compléter au temps initial, au temps final du projet et puis en un temps intermédiaire qui sont indiqués. Ce sont des indicateurs de performance qui ont été définis pour repérer sur un mode quantitatif l'évolution des projets. Ce ne sont pas des descriptifs complets de tel ou tel aspect de l'activité qui va être, comment dirais-je, incluse dans le projet. Exemple, le dernier indicateur, celui sur la formation continue. Cet indicateur ne porte que sur les effectifs de stagiaires inscrits dans l'établissement porteur. Mais cela ne veut en aucune manière dire que d'autres partenaires d'un projet donné sont interdits d'avoir une activité de formation continue. Tous les partenaires qui le souhaitent et qui le peuvent contribuer à l'activité de formation continue. Donc vous avez d'un côté ce qui dépeint l'activité du projet et d'un autre côté vous avez ce qui fait l'objet d'un point d'attention particulier à travers les indicateurs. Pour l'indicateur sur la formation continue, c'est l'activité dans l'établissement porteur. La même remarque vaut pour les effectifs de recherche qu'on a discuté tout à l'heure. Il vous sera demandé de dépeindre de manière relativement complète malgré tout les effectifs de chercheurs et d'enseignants-chercheurs impliqués dans les projets, mais l'indicateur de performance, lui, ne porte que sur les établissements du consortium, les enseignants-chercheurs et de chercheurs rattachés au projet et dont la quotité de participation au projet est supérieure ou égale à 50% de leur temps de recherche. Donc là, c'est en quelque sorte un indicateur qui est focalisé sur ce qu'on pourrait, je ne sais pas, appeler le cœur ou l'armature du projet en termes de ressources humaines académiques. Mais évidemment, vous pouvez avoir et vous aurez beaucoup d'autres contributeurs, chercheurs ou enseignants-chercheurs qui ne participeront pas au projet à hauteur de 50% de leur temps de recherche, mais qui seront néanmoins tout à fait actifs. Donc il faut bien faire la différence. Hein. Voilà. Alors pour ce qui est sur la question des indicateurs, non, les indicateurs ne sortent pas du consortium et parfois, comme j'en ai donné un exemple tout à l'heure, ils se concentrent sur le seul établissement porteur. En revanche, quand on vous demandera de décrire l'activité à travers un certain nombre de données numériques, ça sera toujours à l'échelle du consortium. Vous dire si la même chose sera demandée sur certaines parties prenantes ou pas, c'est possible, mais je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse complètement précise aujourd'hui. Ce sont des choses qui seront publiées en même temps que le dossier complet. Voilà, c'est-à-dire un tout petit peu après le dépôt des lettres d'intention. Peut-être juste, si je peux me permettre, Philippe, Oui, bien sûr, Isabelle. un très léger complément. En fait, ce qui est important, c'est également sur les chercheurs que vous allez faire entrer dans les indicateurs, notamment pour l'établissement porteur, ce sont les chercheurs qui sont impliqués dans le projet, on est bien d'accord, et pas dans la thématique de façon très, très globale. C'est-à-dire que vous cherchez à démontrer quelles sont vos forces sur votre projet précis. Ce sera donc nécessairement plus restreint
que la thématique, il peut être très, très large, hein. Donc, vous avez vu, les thématiques sont sur des libellés qui sont des fois très larges. Donc, il faut vraiment qu'on puisse avoir une cartographie aussi assez précise, en fait, quant au sujet porté. En fait, voilà, c'était juste cette précision-là. Merci. Dans la version définitive du dossier, est-il possible d'ajouter de nouveaux partenaires ou, à l'inverse, d'en retirer? Oui, mais comme le précisait, je crois que c'était Daniela tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir une évolution qui peut être une évolution à la marge, une évolution des dossiers. Il peut y avoir de nouveaux entrants dans un partenariat et peut y avoir éventuellement quelqu'un qui se retire du projet parce que lorsqu'on le précise dans le dossier complet, in fine, il ne se retrouve plus dans le projet ou c'est trop loin, ou il se rend compte que les forces qu'il a à proposer ne seront pas forcément les forces adéquates et il peut se retirer du projet. Voilà. Sur l'ajout de nouveaux partenaires, c'est également possible, en sachant évidemment que ça, plus les projets sont gros, voilà, il n'y a pas nécessairement de proportion. Il faut faire attention à ce qu'une gouvernance possible et lisible reste possible à mettre en place. En fait, c'est surtout ça, que la gouvernance soit claire, hein, et que les conditions d'éligibilité aussi de reversement des projets, le portage des work packages restent clairs. Voilà. Mais il peut y avoir une variation en plus ou en moins entre la lettre d'intention et le dossier définitif. Pas structurel, pas fondamental, tout ne peut pas être remis en cause évidemment de toute façon, mais un peu à la marge en plus ou en moins. Justement, quelle place doivent prendre les ONR dans la présentation du consortium, 4 pages, et les work packages? Ben, ça dépend des projets. Ça dépend de la stratégie prise par le porteur de projet et de la discussion ensuite qu'il ou elle a eu avec les différentes ONR. Les ONR, en fait, s'ils signent le consortium, en général, vous pouvez décider ensemble que les ONR portent un work package. Voilà, à vous de voir à quel moment et à quel degré vous voulez impliquer l'ONR. Je ne sais pas si côté SGPI, sur cette question des ONR, Guillaume, tu veux préciser? En 2 mots, ce qu'indique le cahier des charges, c'est l'obligation de présence d'un organisme national de recherche dont vous avez la liste dans la FAQ, 2 ONR, plusieurs, 3, autant que vous voulez, est également possible. En revanche, il n'y a pas davantage de précision quant à la manière dont vous souhaitez organiser le travail. Donc, il n'y a pas d'attente spécifique pour l'heure de l'État, en dehors de la présence d'un ONR et évidemment d'une cohérence globale de cette association. Et peut-être juste sur la place des ONR, juste rappeler, mais tout le monde l'a bien en tête, que le projet est un projet qui est porté par un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. C'est cette stratégie en fait de l'établissement porteur, hein, qui prime. Et ensuite, à partir de cette stratégie, il y a une définition, mais on part de la stratégie de l'établissement porteur, hein, et pour définir le projet. Voilà, c'était juste ça. C'est ça qui doit être vraiment le cœur de votre projet. Quelle est votre stratégie en SHS pour votre établissement? Et donc ensuite, comment positionnez-vous et vous positionnez-vous avec les ONR sur le projet que vous avez envie de porter? Une autre question sur le consortium, doit-il avoir une dimension nationale ou une dimension régionale, est-elle possible? Alors, les 2 sont possibles en fait. Il n'y a pas d'obligation. Une dimension nationale est possible, une dimension régionale est également possible. Je crois que c'est une question qui avait été traitée dans la FAQ. Vous trouverez plus de détails dans la FAQ. La seule chose, c'est que en fait, le projet doit avoir une pertinence scientifique.
Si vous êtes sur une optique régionale, il faut qu'il y ait une vraie pertinence scientifique, que vous ne passiez pas, entre guillemets, à côté d'un partenaire qui serait ailleurs sur le territoire s'il n'est pas lui-même porteur ou dans un autre projet. Même chose au niveau national, il faut qu'il y ait une véritable cohérence scientifique à votre projet, que les partenaires que vous associez, quels qu'ils soient les bons et résonnent bien avec le projet scientifique et stratégique que vous souhaitez mettre en place. Y a-t-il un nombre minimal attendu de partenaires académiques nationaux dans le consortium? Parce que c'est lié. Je comprends pas bien le partenaire académique national, la notion. Alors, j'enchaîne la deuxième. Est-il possible de compter des chercheurs des ONR appartenant à des UMR hors du périmètre du consortium au titre de leur établissement employeur partenaire du consortium? Si c'est très clair. Je vais peut-être laisser l'ANR ou le SGPI répondre. Je recherche la question. Oui. Est-il possible de compter des chercheurs des ONR appartenant à des UMR hors du périmètre du consortium au titre de l'établissement employeur partenaire du consortium? On est bien d'accord que l'association, si la question c'est la question de l'association de l'ONR, c'est une association qui se fait au niveau de l'établissement et pas des individus. Et je ne sais pas si je réponds exactement à la question qui est posée. En tout cas, compter des chercheurs des ONR appartenant à des UMR hors du périmètre du consortium au titre de leur établissement employeur partenaire, j'ai un peu du mal à aller plus loin. Je ne suis pas certain de comprendre absolument la question. Philippe, c'est plus clair pour toi? C'est moyennement clair. Disons, ce que je comprends, c'est la question de la place dans le projet des établissements employeurs, de chercheurs qui sont présents dans des UMR, mais bon, si leur employeur est soit l'établissement porteur lui-même, soit partenaire membre du consortium, ben, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais en revanche, il pourrait se produire que des chercheurs soient intéressés à participer à un projet, alors que leur établissement employeur, lui, n'est pas dans le consortium du projet. Oui, je pense que c'est ça. J'aurais tendance à dire que cette chose-là est possible. Il faut quand même que ça se fasse en accord avec l'établissement employeur qui, du coup, devient, c'est un exemple typique en fait, devient partie prenante au projet. Il est associé via justement l'activité de son ou de ses personnels qui participent au projet, mais il n'est pas membre du consortium. Voilà. Question suivante. Oui, un peu. Alors, quel type de personnel de soutien peut être recruté? Voilà, c'est assez varié. Je sais pas, on peut penser au personnel qui vous aideront dans le management de données, on peut penser au personnel qui participeront aux activités d'appui aux politiques publiques, on peut participer aux activités de transfert et valorisation, ou simplement, ça a déjà été évoqué au début du webinaire, toute l'activité administrative et financière qui va être en soutien justement au projet. C'est très varié. Vous avez aussi, je ne sais pas, des personnels en gestion de fonds documentaires, des choses comme ça. Enfin, on peut penser à beaucoup de choses, ou des personnels techniques chargés du développement d'outils qui serviront de support à la dissémination des données, des résultats obtenus dans vos projets, etc. Enfin, beaucoup de choses sont envisageables et il me semble, enfin Isabelle, Guillaume, vous me rectifiez si je dis une bêtise, mais il n'y a aucune interdiction a priori, si je puis dire, en termes de type de fonction Non. qui soit posée dans l'appel à projet. C'est très ouvert, c'est vraiment en fonction des besoins identifiés par l'établissement pour développer le projet.
dans la mesure où ça respecte le règlement financier de l'ANR. Après, c'est à vous de voir et d'ajuster. On passe à la question d'après. Alors, confirmez-vous que la liste des enseignants-chercheurs et chercheurs avec la quantité de temps n'est demandée que pour le dossier du 1er octobre? Ah oui, on Oui. confirme. Pardon, je ne sais pas laquelle. Oui. Oui, mais ayez-le en tête pour construire le dossier, en fait. C'est pour ça que nous le précisons. Il est vraiment nécessaire pour construire le dossier de savoir voilà, ce qui sera demandé pour construire la lettre d'intention et que cette précision-là sera demandée puisque ça permet aussi de mobiliser vraiment les bons chercheurs et pour bien structurer votre projet. La FAQ évoque une ou plusieurs thématiques secondaires. Comment intégrer une thématique secondaire? N'est-ce pas en contradiction avec l'esprit de l'ANU? Ou alors s'agit-il d'évoquer l'une des autres thématiques au passage de façon ponctuelle? Alors, je ne sais pas à quel endroit on a évoqué la thématique secondaire. Peut-être. Je l'ai sous les yeux, Oui. Isabelle. Donc, effectivement, ce qui est mentionné, on est au bas de la page 1 de la FAQ et au début de la page 2. Ce qu'il faut retenir de ce paragraphe, c'est d'abord le début, c'est-à-dire que les projets doivent s'inscrire dans une thématique principale. Très clairement, on ne peut pas choisir de thématiques et comment dire, les mêler et l'idée est vraiment ce soit net d'une thématique. En revanche, il est clair, il suffit de les lire, que l'examen d'un certain nombre de ces thématiques peuvent appeler, mais cette fois-ci de manière secondaire, des réflexions ou des analyses ou de la recherche sur des dimensions qui sembleraient correspondre à une autre thématique. Donc, pour nous, ce qui est le plus net et ce qu'il faut retenir, c'est d'abord ce choix d'une thématique spécifique, et ensuite, effectivement, ça ne ferme pas la porte de manière absolument nette dans le déroulement du projet au fait que certains axes d'autres thématiques puissent à certains moments être appelés, mais voilà, et évitons de nous positionner au croisement de deux thématiques proposées. Oui. Oui, et effectivement, il faut vraiment une thématique principale. Et quand on parle de thématique secondaire, alors peut-être que le mot thématique est mal employé, mais c'est-à-dire, vous l'avez vu, les 9 thématiques sont des thématiques qui sont très larges. Donc nécessairement, vous allez resserrer au niveau scientifique votre projet autour d'un sous-axe en fait de cette thématique, autour d'une définition vraiment précise de projet scientifique. Et donc en resserrant de façon transversale, vous pouvez avoir des objets scientifiques, on va les appeler tels que, pas tellement des thématiques, mais des objets scientifiques qui seront plus transversaux nécessairement, parce que ça vous aidera à bien définir votre projet, mais en aucun cas en thématique principale, vous pouvez avoir de croisement entre deux thématiques. Ça, c'était vraiment très, très clair. Donc, effectivement, c'est votre projet scientifique. En définissant votre projet, par essence, vous allez devoir aborder plein d'autres sujets scientifiques. Donc, c'est ce qu'on peut appeler en gros une thématique secondaire, mais c'est plutôt dans la transversalité, l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité. Vous n'allez pas être stricto sensu sur un fuseau ou un silo bien donné. Ça, vous avez une parfaite légitimité à ouvrir. Et c'est plutôt ça le message à retenir, en interdisciplinarité, à ouvrir assez grand, mais en veillant bien à ce que le message de votre signature reste un message de signature clair, en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment essentiel pour la légitimité de votre projet. Merci. Alors, les établissements porteurs de projets A et B sur une même thématique et qui envisagent, entre la lettre et le projet, de regrouper ces mêmes projets, pourront-elles le faire? Là, c'est sous le contrôle de l'ANR et du SGPI, mais a priori, oui. En fait, si sur A et B, si A est sélectionné, B le n'est pas, ou A et B sont sélectionnés, puis finalement ils décident d'y aller ensemble, voilà, oui, des repositionnements sont envisageables. Pas non plus là en changeant fondamentalement, on en revient toujours à cette légitimité en fait de votre lettre d'intention, c'est-à-dire vous pouvez faire évoluer,
sans changer toutefois fondamentalement ce qui a été la structure à réussir de votre lettre d'intention, le projet scientifique et quand même le consortium et l'équilibre général du projet. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des variations, il peut y avoir des réajustements à la marge, en plus ou en moins, mais l'esprit de votre lettre d'intention doit perdurer, doit demeurer. Voilà, ça ne doit pas déséquilibrer votre projet initial. On peut peut-être compléter, Isabelle, par le fait que voilà, l'État se laisse la possibilité d'inciter éventuellement ce type de regroupement au terme de la première phase, hein, après les lettres d'intention, après l'examen des lettres d'intention. Je ferai peut-être je vais revenir malgré tout à une des remarques qu'avait faites Isabelle Pratt au début des échanges, c'est-à-dire ça ne doit pas aller il faudrait éviter pour autant que les projets A et B associent des partenaires qui soient les mêmes et qui attendent précisément ce regroupement. C'est-à-dire, en gros, l'idée est quand même que le fait d'être présent dans différents projets comme partenaire sur des thématiques identiques peut éventuellement fragiliser les 10 projets plutôt que les renforcer. Donc voilà, c'est cette petite nuance malgré tout sur l'idée de concurrence entre projets. L'État peut effectivement inciter à un regroupement. L'État peut ne choisir que l'un des deux. En revanche, il est suggéré aux différents partenaires d'éviter d'être comme ça des équipes dans différents projets concurrents. Est-il possible d'avoir un consortium comprenant des ONR et des partenaires publics et privés sans avoir d'autres universités et établissements académiques? Ben oui, il me semble que oui. Je vérifie la manière dont c'est rédigé Guillaume. en format de consortium. Mais effectivement, il y a un objectif de poids, il y a un objectif de structuration de la recherche qui incite malgré tout au fait qu'un volume de force important soit rassemblé autour des projets. En revanche, je ne crois pas qu'il y ait écrit de manière impérative que l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche associe forcément d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Je regarde la manière dont c'est rédigé. Il y a malgré tout cette importance du poids que l'on entend occuper dans l'exploration mathématique. Alors, est-il possible sans reversement de financer par exemple des frais de mission pour des enseignants-chercheurs? Oui, pardon. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Alors, normalement, effectivement, les fonds ne peuvent être engagés qu'à travers des conventions de reversement d'un établissement coordinateur ou porteur vers un établissement partenaire. Toutefois, si c'est des missions ponctuelles dans le cadre de travaux généraux liés au projet, effectivement, l'établissement coordinateur peut prendre en charge des missions d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs qui viendraient contribuer au projet à travers soit des travaux en colloque, soit en groupe de travail. Si vous permettez, je reviens juste sur la question précédente. Créer un consortium, il y a donc la présence obligatoire de l'ONR et la formulation littérale, c'est identifier des établissements d'enseignement supérieur et ou des partenaires institutionnels. Donc ce peut être
des partenaires institutionnels ou culturels pour former des consortia d'expertise et d'analyse. Et donc pas d'obligation littérale à la présence de plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Mais s'il n'y en a pas d'autres, il faut qu'il y ait d'autres types de partenaires institutionnels ou culturels. Y aura-t-il plusieurs lauréats pour une même thématique ou un seul et unique par thématique? Je crois qu'on avait déjà répondu à cette question. En fait, il peut y avoir, ça dépendra en fait de. Il n'y a pas d'interdiction en fait à avoir plusieurs lauréats par thématique, ni d'obligation à avoir un lauréat par thématique. Ça dépendra vraiment de la qualité des projets scientifiques et de l'évaluation qui sera faite par le jury international. De la même façon que s'il n'y a pas de, voilà, s'il n'y a pas de, j'allais dire, de projet qui soit suffisamment mûr pour être lauréat tout court dans plusieurs thématiques, ben, c'est pas grave non plus. Voilà, ça ce sera au jury de nous dire s'il estime que les projets sont plus ou moins prêts. Voilà, il n'y a pas de cadre global qui soit prédéfini. Comment la répartition des work packages doit-elle être envisagée au sein du consortium? Chaque work package doit-il être porté par un seul partenaire au sein du consortium? Alors, je fais peut-être une première réponse et puis Philippe ou Guillaume, vous compléterez. Effectivement, les work packages doivent être définis par le consortium. Et après, la façon dont les work packages sont ventilés ou portés par les différents partenaires, ça est à la main de l'établissement porteur en lien avec ses partenaires. À vous de voir à la fois le nombre de work packages, qui peut le porter le mieux et comment les partenaires se répartissent. Les work packages, ça fait vraiment partie de la structuration de votre projet et de ce que vous aurez envie de mettre en avant de plus précis. Je ne sais pas, Philippe, Guillaume, là-dessus. Oui, c'est une question enfin, pour laquelle il faut, je pense, il est bon de faire la distinction entre la définition scientifique des work packages et la désignation des porteurs, du ou des porteurs de chacun des work packages, et puis la gestion qu'il y a derrière, en fait. Vous pouvez très bien avoir des work packages avec, par exemple, 2 responsables de work package appartenant à des établissements différents. C'est des choses qui se rencontrent quand même assez souvent. Si vous allez dans cette direction pour des raisons scientifiques tout à fait légitimes, c'est parfait, on ne dira rien. La seule question qui viendra le moment venu, si votre projet est sélectionné quand il faudra vraiment le mettre en place, l'implémenter, c'est essayer de pas, que ce genre de construction ne donne pas naissance à des processus de gestion trop complexes. Il faudra essayer de tenir une balance entre un minimum de lisibilité et de simplicité des processus de gestion avec, d'autre part, les exigences du portage scientifique. Mais bon, après, il est difficile de rentrer davantage dans les détails. Ça dépend quand même beaucoup des configurations. En complément, voilà, pour répondre à la deuxième partie de votre question, chaque work package doit-il être porté par un seul partenaire au sein du consortium? Non. Voilà, il n'y a pas d'obligation de ce point de vue-là. Je crois qu'il y a vraiment une logique scientifique, comme le décrivaient Isabelle et Philippe, qui domine là. Et dans d'autres objets que nous finançons, effectivement, il est tout à fait admissible de voir des work packages croisés ou portés par 2 partenaires. Une autre question sur les work packages. Faut-il qu'un ONR soit porteur d'un work package? Il n'y a pas de faut-il, ça peut. Il n'y a pas d'obligation. Pas d'obligation. Non, ça dépend de la stratégie de l'établissement, voilà, de ce dont il
des relations en fait avec l'ONR sur le projet en particulier, etc. Donc c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. D'autres questions pour le moment? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on a encore un peu de temps. Alors, j'ai une autre question. Peut-on inclure les autres tutelles universitaires des laboratoires impliqués dans le projet parmi les parties prenantes, c'est-à-dire hors consortium? Oui, mais enfin, je veux dire, il faut que ça ait du sens. C'est pas parce que vous avez une UMR avec plusieurs tutelles que ça crée nécessairement des partenaires. En fait, voilà, il faut que ce soit endossé par l'établissement partenaire et qu'il soit d'accord pour être partie prenante et associé en tant que partie prenante. Là encore, c'est une question d'endossement stratégique et scientifique. Là encore, c'est sous le contrôle de l'ANR. Il faut vraiment qu'il y ait une logique. C'est-à-dire, c'est pas parce que automatiquement vous avez une UMR multitutelle que les tutelles seront automatiquement partie prenante de votre consortium. Voilà. Ça n'en fait pas des partenaires. On en revient un peu à la définition aussi de ce que c'est un partenaire. Juste, je me permets cette précision. Un partenaire, c'est quand même un partenariat, mais on l'avait déjà dit, c'est une masse critique quand même de chercheurs ou d'actions qu'il faut mener. Donc, c'est une implication, un partenaire, quel qu'il soit dans le consortium ou qu'il soit partie prenante. Évidemment, un partenaire du consortium aura nécessairement une action beaucoup plus forte que les partenaires hors consortium, c'est bien évident. Et puis, le partenaire, c'est celui qui va permettre d'avoir un effet levier, donc différenciant, soit sur le projet scientifique, soit sur le transfert et la diffusion, soit sur l'international, sur l'un de ces trois volets qui sont les trois grands axes en fait de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc il faut vraiment que le partenaire montre qu'il y a un changement par rapport à, et aussi apporte en fait quelque chose de nouveau par rapport au fonctionnement classique d'une UMR. Ce qui ne veut donc pas dire que les tutelles ne font pas partie, si c'est logique dans le projet, mais il faut qu'il y ait vraiment une sorte d'effet levier positif et structurant pour le projet, sinon ça en revient en fait à remettre toujours les mêmes personnes autour de la table et l'effet levier ne pourra pas être démontré auprès du jury international. Alors, je me demande sur le degré de précision des work packages dans la lettre d'intention de 4 pages. Je me lance? Ben, Il y a 4 pages. Faible. Voilà. ce qui est demandé, c'est 4 pages. Après, avec un certain nombre de rubriques, vous donnez le développement que vous souhaitez donner au work package. Hein. Mais bon, entre nous, je ne pense pas divulguer un secret bien gardé en disant que personne ne s'attend à ce qu'au niveau des lettres d'intention, il y ait une description très fouillée de la construction du projet, de sa structuration en work package, etc. On attend seulement des éléments indicatifs, bien entendu. En 4 pages, vous ne pouvez pas aller très très loin dans le détail du projet scientifique. Et ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Dans la lettre d'intention, qui doit être mentionné comme responsable du projet? Est-ce le président de l'établissement porteur ou plutôt un responsable scientifique? Le président de l'établissement porteur. Ça, c'est très important. C'est un projet d'établissement, c'est un projet de structuration scientifique de l'établissement porteur. Ce n'est pas un projet porté par un laboratoire, un centre de recherche. C'est vraiment une structuration de l'établissement. C'est pour ça qu'on demande l'engagement fort du président et de la même façon, les discussions passe évidemment par les chercheurs, les UMR, etc. Mais la décision d'appartenir au consortium ou d'être partie prenante passe par le président ou le directeur, puisqu'il engage son établissement. Et en complément de ce que vient de dire Isabelle, dans la partie relative au consortium, il est demandé d'énoncer les grands principes de gouvernance du consortium et du projet, pilotage stratégique et pilotage scientifique,
Si vous le souhaitez, c'est pas nécessaire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez, dans cette partie-là de la lettre d'intention, indiquer que le pilotage scientifique sera organisé de telle et telle manière ou pris en charge par telle ou telle personne. C'est possible. Mais ça n'est pas la même chose que de signer la lettre d'intention en tant que responsable du projet. Là, c'est le chef d'établissement porteur. Oui, je vous en prie. Vas-y. J'enchaîne. Est-ce que les réponses à l'AMI doivent s'articuler avec d'autres programmes nationaux tels que les PEPR, qui pour certains portent sur des dimensions SHS importantes? Comment les choses sont-elles envisagées, notamment sur les questions liées au changement climatique? Je peux répondre sur ce sujet-là. Alors, doivent s'articuler, non. C'est-à-dire que très clairement, on est sur un objet qui n'a pas vocation à être le volet SHS d'autres PEPR, qu'ils soient PEPR exploratoires ou PEPR de stratégie, sur telle ou telle thématique. Ce qui est important, ce sont les axes qui ont été calés pour cet appel à la manifestation d'intérêt. Alors très clairement, il y a notamment sur certains axes des porosités ou des liens possibles avec des thématiques explorées dans les PEPR, mais très clairement, il n'est pas attendu cette articulation comme élément de différenciation ou en tout cas de qualité des projets portés. Il s'agit d'un appel à la manifestation d'intérêt pour les sciences humaines et sociales sur un certain nombre de thématiques identifiées. Merci. Alors, s'il n'y a pas de lauréat dans une thématique spécifique, cela veut-il dire qu'il peut y avoir plus de lauréats dans d'autres thématiques? Ce qui est indiqué, ce qui est net, c'est qu'il n'y a aucune obligation d'utilisation de l'intégralité de l'enveloppe si les projets qui remontent ne sont pas encore jugés à un degré de maturité suffisant. Donc, on ne peut pas imaginer que, à mon sens, que l'intégralité de l'enveloppe soit utilisée sur un volet trop succinct des thématiques qui ont été proposées. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Isabelle. Non. Alors, les partenaires non académiques sont forcément partie prenante et non signataires du consortium dans la mesure où ils ne peuvent bénéficier de reversement de financement. Point d'interrogation. Non, c'est une. Il ne faut pas croire cela, ce serait une mauvaise lecture de la définition de consortium. Les partenaires entreprises, par exemple, c'est vraiment le cas typique, peuvent tout à fait exister au sein du consortium. Vous pouvez très bien inclure dans votre consortium une entreprise, par exemple, simplement. Son statut d'entreprise fera qu'elle ne pourra pas recevoir de financement, mais ça n'est pas la même chose. Le financement va vers l'établissement porteur. Par la technique des reversements, il pourra être réfléchi vers certains partenaires, vers ceux qui sont éligibles au regard du règlement financier, mais il n'y a pas coïncidence absolue. Si pour des raisons de gouvernance, de stratégie du projet, il paraît vraiment important que telle entreprise figure dans le consortium et soit associée de manière substantielle, suffisamment substantielle à votre projet, eh bien, vous l'incluez dans le consortium. Si elle en est d'accord, si vous le souhaitez, il n'y a aucune contre-indication. Il n'y a pas de périmètre de consortium défini, en fait, prédéfini. À partir du moment où ça fait, suivant le règlement financier défini par l'ANR et le cahier des charges, vous respectez en fait ces deux choses. Après, vous pouvez jouer, entre guillemets, comme vous le souhaitez, justement, avec un consortium qui peut intégrer des partenaires qui peuvent bénéficier de reversement et d'autres qui n'en bénéficient pas. C'est à vous aussi de voir en fonction de leur degré d'implication. Merci.
À quel titre une UMR multi-tutelle est-elle mentionnée si seuls les membres de l'établissement sont impliqués dans le projet? Les autres tutelles non partenaires et non parties prenantes doivent être consultées. Ça dépend des cas de figure, mais j'imagine que la question est posée enfin, dans la situation suivante, qui est celle où ce sont les personnels d'une seule des tutelles d'une UMR qui participent au projet et où les autres personnels ne sont pas impliqués. Donc, dans ce cas-là, un établissement donné ne va pas demander l'autorisation à d'autres établissements de faire participer ses forces de recherche, ses personnels de recherche à un projet qui est stratégique pour lui. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Après, bien entendu, il est, comment dirais-je, de bonnes relations et de bonnes politiques d'informer les autres tutelles des UMR, de signaler la construction d'un projet et l'implication de certains personnels de l'UMR dans les projets. De toute façon, il y a des discussions avec la direction de l'UMR sur ce genre de sujet nécessairement. Donc voilà. En ce qui concerne les parties prenantes, même si l'établissement n'est pas signataire de l'accord de consortium, est-il toutefois attendu une attestation de la part de l'établissement, sans quoi les établissements peuvent ne pas être au courant de l'implication de certains de leurs enseignants-chercheurs dans d'autres consortiums? On insiste beaucoup, on a beaucoup insisté sur le fait que voilà, ce sont certes des projets qui impliquent les UMR et les chercheurs, mais ce sont des projets qui sont portés, que ce soit portés en tant que porteurs ou partenariat, par les présidents d'université, les présidents et présidentes. Voilà, donc charge à eux, j'allais dire, d'en discuter lors des conseils scientifiques et voilà, d'aborder ce sujet de façon à avoir une vision claire des partenariats de son établissement. Il serait un peu étrange qu'un président ne soit pas informé du partenariat qui aurait été conclu entre une UMR toute seule avec un autre projet. Il faut vraiment que ce soit validé par toutes les modalités, et là sous le contrôle aussi de Philippe et de Guillaume, mais par toutes les modalités que vous jugerez nécessaires en interne. Mais voilà, il faut qu'il y ait une parfaite transparence et qu'un président d'université ou d'établissement soit au courant de ce qui se passe. Enfin, j'avoue que je crois qu'on n'a pas d'obligation, il n'y a pas de signature d'engagement, mais tout simplement parce que ça paraît un petit peu naturel en fait que la présidence soit parfaitement impliquée. Une entreprise peut-elle participer en tant que partenaire ou partie prenante ou les deux? Les deux? Et il me semble qu'on a déjà répondu à cette question. Les deux. Et sur la fondation ESR, je ne suis pas sûre de comprendre. En fait, il y a une fondation ESR peut-elle être membre au niveau du consortium plutôt que partie prenante. Ça, oui, les deux, en fait. Simplement, si c'est une fondation de l'établissement porteur, par définition, elle est déjà dans l'établissement porteur. Je ne sais pas si c'est ça. Si c'est une fondation autre qui vient d'un autre établissement, dans ce cas-là, elle peut être dans le consortium, elle peut être dans les parties prenantes. Oui, enfin, Voilà. Isabelle, si elle a la personnalité morale quand même, hein, si elle, Avec un statut particulier. Pardon, oui, si tu as elle ne l'a raison. pas, c'est pas elle toute Pardon. seule qui peut, avec ses petites pattes, venir dans le consortium. Hein, C'est pas ça, oui, possible, ça. pardon, j'ai été un peu enthousiaste. Philippe a raison. Voilà, Merci voilà. de la précision. Peut-il être membre du consortium pour porter un work package? Une partie prenante peut-elle le faire? Alors, pour porter un work package, oui, il faut être membre du consortium. Là, il n'y a aucune ambiguïté.
Pour les universités IDEX qui ont une politique de site avec des ONR, l'université répond-elle seulement au titre de l'université en partenariat avec certaines des ONR ou bien au titre de son IDEX? Sous le contrôle collectif, l'université répond seulement au titre de l'université et en partenariat avec des ONR, mais elle répond pour elle-même. L'IDEX, mais là, je laisse peut-être le SGPI confirmer. Je ne suis pas certain de comprendre absolument la question, mais je dirais seulement au titre de l'université. Avec une... Oui, il y a évidemment une attente particulière de cohérence dans la réponse, hein, c'est-à-dire de faire en sorte que la réponse à l'AMI soit pas orthogonale avec un certain nombre d'axes de la politique globale de l'établissement. Mais bon, pour moi, c'est au titre de l'université, en partenariat avec certaines des ONR. D'autres questions pour le moment? Peut-être, je me permets, si vous le permettez, de revenir sur un point qui suscite des échanges et des réponses là dans le chat, concernant justement l'implication des chercheurs et des ONR sur la quotité de temps. Je le redis, mais je pense que ça avait été déjà mentionné. En fait, on cherche bien à identifier les chercheurs qui travaillent sur le projet et pas sur la thématique. Voilà, donc ça c'est quand même, je sais que c'est une question qui est revenue plusieurs fois, mais l'objectif est vraiment d'identifier les forces vives qui vont être mobilisées sur le projet, dans la mesure où en plus les thématiques sont très très larges. Voilà, elles peuvent être, et que sur un même projet, en fait, il peut y avoir aussi sur la même thématique, il peut y avoir plusieurs projets déposés. Il est nécessaire pour nous d'identifier clairement sur chaque projet quels sont les chercheurs qui travailleront. Sinon, ce n'est absolument pas possible. Il y a une question qu'on a laissé passer sur effectivement le minimum de 5 millions d'euros, mais il n'y a pas de maximum indiqué dans l'AMI. En revanche, comme on l'a déjà dit, il y a un certain nombre de thématiques. Enfin, si Guillaume, il y a un maximum, c'est le montant de l'enveloppe. Pour l'enveloppe, mais à croiser avec un certain nombre de thématiques. Il y a une question sur l'indicateur 1B. On demande que les ERC, quid du reste, type ANR, choses en X, S-Free, etc. Peut-on les mentionner? A priori, non. Ce sont vraiment les ERC qu'on demande. On retrouve la problématique de tout à l'heure, hein, entre indicateur et puis, comment dirais-je, peinture de l'activité d'une manière plus générale. Bien sûr, c'est intéressant de savoir, au-delà des ERC, qui est IUF, qui est ceci, qui est cela. Mais l'indicateur, lui, ce sont les ERC. C'est tout. Peut-être une question à laquelle nous n'avons pas répondu non plus. Y a-t-il une taille optimale du consortium pour garantir sa gouvernabilité? Non, mais peut-être une réponse de Normand, pas trop grand et pas trop petit. Voilà, comme tout projet de gouvernance, il faut justement que la notion de gouvernabilité soit envisageable de façon sereine. Après, charge à vous, il n'y a pas de critères précis là-dessus. C'est en fonction de la taille du projet, de l'ambition du projet, de la capacité aussi qu'aura le porteur de projet à démontrer sa capacité à faire dialoguer tous les porteurs. C'est vraiment ça qui sera valorisé. Les reversements ne sont donc possibles qu'entre établissements de recherche parties
au consortium. Est-ce bien cela? Ou bien sont-ils envisageables vers d'autres structures publiques telles que les musées, les collectivités, etc.? Philippe, Alors, peut-être, oui, je me rappelle Ah. pas. Vous me donnez deux minutes que je me Ouais. rafraîchisse la Alors, mémoire. je vais y répondre, Philippe. Ok, merci Daniela. Effectivement, on est bien sur des programmes de recherche et donc l'idée est de financer des établissements qui ont une activité de recherche. Donc le critère est celui-là. Le deuxième critère qui a déjà été mentionné, c'est qu'effectivement, ce sont des organismes de recherche au RDC au sens communautaire du terme et de l'encadrement. Donc on ne finance pas des entreprises. Donc en fonction de ces conditions-là, ce qui est le plus simple peut-être, c'est nous remonter typiquement les structures dont vous pensez voilà, mettre consortium et on répondra au cas par cas parce qu'il est difficile de faire une réponse globalisante. Mais sachez que les deux points centraux, c'est activité de recherche et donc activité non économique. Faire court. Sur plusieurs thématiques, changement climatique, âge, etc., la présence de partenaires de sciences dures est-elle recommandée? L'interdisciplinarité est tout à fait possible. Évidemment, ça dépend du projet, de votre structuration. Il n'y a pas de recommandation. C'est vraiment à vous de voir comment ça se structure, en sachant, mais ça avait déjà été précisé, que par exemple, si vous avez des contrats doctoraux ou des postdocs, seuls les contrats doctoraux et des postdocs SHS, cette fois, sont éligibles au financement et pas des contrats doctoraux pour la partie sciences dures, sauf à vraiment avoir une mise à disposition, j'allais dire, de la science dure complète sur les SHS. Mais là, je laisse Philippe, je crois que tu avais déjà répondu à la question dans les webinaires précédents. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le financement France 2030, dans la partie vraiment académique du projet, est réservé au SHS. Donc, ton exemple d'une bourse doctorale est excellent. Une bourse doctorale ne peut prétendre à être financée par la subvention France 2030 que si elle relève des SHS. Et donc, si vous avez des partenariats, enfin une dimension sciences dures ou sciences de la vie dans les projets, c'est très bien. Enfin, l'évaluation scientifique dira ce qu'elle en pense, mais en revanche, ce volet-là ne pourra pas bénéficier du financement France 2030. Effectivement, une question assez complémentaire de la question qui était posée sur les PEPR tout à l'heure. On est effectivement là sur du financement au sein de cette AMI, uniquement pour des sciences humaines et sociales. Et j'en profite pour revenir à la question sur l'indicateur ERC, en fait, parce que la raison pour laquelle cet indicateur est vraiment uniquement centré sur la question des ERC, c'est parce qu'il y a un objectif national de consolider ou développer la place de la France dans les réponses aux appels ERC. C'est ça qu'il y a derrière. Si vous voulez, la place de la France dans le dispositif IUF, c'est quand même moins un enjeu en termes de politique nationale. Pas d'autres questions pour le moment. Il me semble qu'on n'en a pas oublié. Peut-être clore si c'est d'accord pour vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, comme le disait Daniela, en fait, toutes les questions qui ont été posées dans le chat seront intégrées à la FAQ. On reprécisera éventuellement certains points de la FAQ lorsque nos questions, enfin plutôt nos réponses n'avaient pas forcément été suffisamment précises.
Voilà, et puis vous posez également, mais je laisse Daniela ou Marion compléter, adresser toutes les questions que vous auriez encore à l'ANR. Et surtout, on vous souhaite bon courage pour Bon les 15 courage à tous. prochains jours. Et effectivement, il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas forcément bien répondu, si on n'avait pas complètement bien compris. Donc, n'hésitez pas à nous ressolliciter à travers l'adresse mail générique pour apporter une réponse peut-être plus clairvoyante pour vous. Et bon courage. Merci beaucoup. Belle journée. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci.